Écoute, l'itinérance, souvent, on dit que c'est pas quelque chose de facile à vivre. Genre, souvent, le monde qui sont itinérants, on le sait pas, que, genre, c'est gros, c'est vaste. Comme depuis que je suis ici, j'ai appris beaucoup sur l'itinérance, j'ai appris beaucoup sur les autres, puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui... Puis l'itinérance, souvent, c'est tellement quelque chose, genre, de gros, puis que... Il n'y a pas beaucoup de monde là, qui sait qu'il y a du monde qui est itinérant. C'est juste qu'il n'est pas écrit dans le front qu'on est itinérant puis que genre, on a habité à quelque part ou chez une amie ou juste à squatter dans le salon d'un autre parce que c'est pas écrit dans le front. Mais chaque personne qui vit de l'itinérance, ils ont vécu quelque chose en arrière, veut pas de difficile. Quand je suis devenue itinérante, j'étais à l'école. Puis je continuais d'aller à l'école quand même. J'étais dans la classe à Lisa Marie puis Pierre, au centre Lacor. Écoute, même académiquement, j'ai eu des difficultés. J'ai été en adaptation scolaire à LPP, en FPT, en GADP. Puis j'ai toujours eu des difficultés académiquement. Puis je me suis dit, j'ai quand même continué à aller à l'école, j'ai quand même continué à aller travailler. Je me suis dit, même si j'ai vécu ça, ça veut pas nécessairement dire comme que tu es faible pour autant. C'est juste parce que tu vas juste plus avoir de la misère à te remonter, mais une fois remonté, genre, tu vas être fier de toi, de ce que tu as fait, parce que tu veux pas être itinérant, tu retombes en bas de la ligne, il faut que tu recommences à zéro. Puis j'ai été chercher de l'aide, genre. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses quand tu es en itinérance, il faut que tu ailles chercher de l'aide, parce que sinon, tu n'y arriveras pas tout seul. Je serais jamais arrivée si je serais pas venue ici ou que j'aurais pas eu de l'aide de tout le monde en intervenant ou Lisa Marie. Ou, si j'aurais pas connu ici, je serais pas la fille que je serais devenue aujourd'hui. Genre, tu me parlerais de la fille que j'étais comme en 2017, je suis pas la même en 2018, genre. Fait que, genre, c'est ça, c'est comme gros. L'Élan, c'est un organisme communautaire en hébergement jeunesse. Donc, notre mission, c'est d'accueillir des jeunes de 16 à 22 ans pour des séjours entre un jour, dans le fond, et 3 mois. C'est un organisme qui a été ouvert, dont les portes ont été ouvertes en 2011, le 24 octobre 2011, donc c'est un jeune organisme communautaire. Mais le besoin était là depuis longtemps. On sait en 2009 qu'il y a eu une concertation des acteurs jeunesse, des différents réseaux, là, autant le réseau public au niveau des CLSC, des commissions scolaires, du milieu communautaire, qui ont réalisé en fait qu'on n'avait pas d'hébergement de jeunesse sur notre territoire. Donc les jeunes, nous on couvre en fond 24 municipalités, donc tout le territoire Jardin-Roussillon, plus la municipalité de Sainte-Martine et la réserve de Kahnawake. Donc un jeune qui avait besoin d'un hébergement temporaire, qui est au niveau jeunesse, mais il devait se rendre dans le fond dans un hébergement soit à Montréal, soit du côté de Longueuil ou vers l'autre partie de l'ouest de la Montérégie, donc Valleyfield, Vaudreuil. Depuis notre ouverture, en 2011, c'est plus de 300 jeunes qui ont été hébergés à l'Élan. Les premières années, on parle c'est entre 50 et 60 jeunes. Dans la dernière année, là, on tourne plus autour de 40. Par contre, c'est pas notre taux d'occupation qui est moins élevé, il est plus élevé. Donc, ça arrive plus souvent des journées qu'on a les 6 chambres qui sont occupées. Ce qui arrive, c'est que les besoins s'agrandissent. Les jeunes qui arrivent ont de plus en plus de difficultés, donc ils restent plus longtemps parce qu'ils sont pas obligés de rester jusqu'à 3 mois. Donc, un jeune pourrait rester 5 jours, 2 semaines, puis décider de quitter par la suite. Mais là, de plus en plus, nos jeunes ils ont besoin du 3 mois, puis même que on a commencé à développer un volet post-hébergement pour les suivre une fois qu'ils quittent l'Élan, parce que sinon, on avait un phénomène de porte tournante qui faisait en sorte que les jeunes revenaient à l'Élan, dans le fond, stabilisent pendant qu'ils sont à l'Élan, ça va bien, ils progressent, puis là, finalement, quand ils quittaient, ben, il n'y avait plus assez de support. Donc, ça faisait en sorte qu'ils avaient besoin d'un autre séjour. Puis, si on veut éviter ça, autant pour le jeune que pour que les autres jeunes de la région puissent bénéficier de la ressource également. La raison pour laquelle c'est 3 mois, ben, c'est qu'on a un énorme territoire. Donc 6 lits, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas rare moi je suis ici depuis mai 2015, c'est pas rare, on a des jeunes en attente qui sont sur les attentes parce que nos 6 lits sont occupés par des jeunes qui sont hébergés en ce moment.
Donc, on va se retrouver avec un jeune qui va venir nous rencontrer, on va faire une évaluation avec lui, on va le placer sur la liste d'attente, puis là, quand on a une place qui se libère, on va l'appeler. Donc, c'est une des raisons pour le 3 mois, c'est que si nos séjours seraient plus longs, bien, ça bloquerait dans un certain sens le nombre de lits. Parce que si je fais des séjours de 6 mois, mais que j'ai 6 jeunes il y a 6 mois, mais là, ça fait c'est beaucoup d'autres jeunes qu'on va refuser. Dans notre dernière année financière, 2017-2018, on a refusé 39 jeunes par manque de place. C'est quand même énorme, là. C'est beaucoup de jeunes à qui on n'a pas pu répondre dans le fond aux besoins au moment où il s'est présenté. De là, l'idée de simplement avoir un 3 mois et de ne pas être extensionné à 6 mois ou à 1 an, dans le fond, nos séjours. Là. C'est vraiment parce que 6 lits, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Au niveau des jeunes qu'on reçoit, ben c'est sûr qu'on travaille avec des jeunes qui n'ont pas des histoires de vie faciles. C'est touchant. Là. Moi, j'ai toujours pensé que c'est pas n'importe qui peut travailler en intervention parce qu'il faut être capable de faire la limite entre l'empathie de quand je suis au travail, je me mets dans la position du jeune, puis je l'écoute, puis j'essaie de l'aider du mieux que je peux. Mais quand on quitte l'élan des jeunes, ben, comme intervenant pour garder une certaine santé mentale, il faut être capable de faire la coupure entre le travail puis nos vies personnelles. Puis ça, c'est pas évident, puis on n'apprend pas ça sur les bancs d'école non plus quand on est ici en intervention. Là, c'est sur le plancher que ça se fait. Fait que c'est sûr que c'est une clientèle qui est pas qui est difficile, mais qui vit multiples problématiques. Puis ça nous fait voir une autre réalité qu'on n'a pas nécessairement vécue, nous, dans notre vie. Fait que ça, c'est touchant. Au niveau des jeunes refusés, ben l'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on a un réseau qui est quand même assez fort. Nous, on fait partie du regroupement des auberges-cœurs du Québec. Il y a 30 auberges-cœurs au Québec. On est 3 à Montérégie. Il y en a beaucoup qui sont à Montréal, donc compte tenu qu'on est à Châteauguay, on est assez près d'eux. Donc, quand on refuse un jeune, ben, au moins, on a une liste de bottins de ressources où on sait qu'on peut référer le jeune puis va être pris en charge ailleurs. C'est sûr que c'est pas l'idéal de... Bon, exemple, si le jeune vient de la ville de Mercier, à côté de Châteauguay, ben, idéalement, il faudrait qu'il soit hébergé ici et non, par exemple, dans Ville-et-Mort à Montréal ou dans une autre ressource qui est très bonne, mais qui n'est pas dans son milieu. Fait que c'est ça qui est le plus difficile. Puis on sait que l'éloignement est un facteur qui fait en sorte que c'est plus difficile pour le jeune d'aller vers une ressource. Même nos jeunes qui viennent de la Prairie, Candiac, qui sont sur notre territoire, Saint-Rémy, Napierville et Mingford, nous disent il n'y a pas de transport en commun entre Châteauguay et la Prairie, fait que je me retrouve à être assez éloigné de mon réseau. Puis j'étais à 20, 30, 40 minutes, même 1 heure d'auto, là, c'est un jeune qui vient de Mingford. Fait que nous, on vit déjà une barrière géographique. Fait que c'est sûr que pour un jeune qui est refusé en plus dans l'auberge-cœur qui est la plus, ou l'organisme communautaire qui est le plus près de lui ou elle, qui est à déjà 35 minutes, mais là, ça devient difficile autant pour le jeune que le parent, si le jeune reste à la maison, d'aller chercher un service ailleurs. T'sais. Où on peut se consoler, c'est ben avant 2011, ben c'était automatiquement ailleurs. Il y avait pas de ressources sur le réseau. Mais c'est sûr que c'est jamais facile de refuser un jeune. Puis on aimerait ça pouvoir des fois aussi garder nos jeunes plus longtemps que 3 mois, puis d'avoir d'autres services, puis de les suivre plus quand ils quittent. Mais il faut faire aussi avec les ressources financières qu'on a comme organisme. Écoute, moi, quand j'étais itinérante, la journée où j'étais itinérante, j'ai appelé ma chum de fille, elle s'appelait Noémie, puis écoute, je savais pas quoi faire, je l'ai appelée, j'ai fait comme... c'était la seule personne qui était là, genre, dans mes contacts, là, puis elle était là, genre, elle me parlait, puis on était amies, on était bonnes amies. Puis elle m'a dit, je l'ai appelée, j'étais en panique, puis j'avais peur de son jugement. J'ai dit, écoute, je suis dehors, puis elle m'a dit, t'as pas à avoir peur, là, tu sais, c'est normal, tu sais, ils savaient ce que je vivais, parce que je leur en parlais, veux pas. Puis, tu sais, genre, ils étaient prêts à m'accueillir parce que, tu sais, j'allais à l'école quand même. Puis, tu sais, fait que la maman à mon amie, elle l'a accepté pour que j'aille habiter une semaine. Puis, j'ai été voir le CLSC. Puis, tu sais, j'avais vraiment comme été... Tu sais, ça m'est vraiment arrivé comme d'un jour au lendemain, là. Tu t'en attends pas à ça, puis tu le sais pas. C'est comme...
c'est comme un claquement de doigts. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver, là. Puis quand il arrive des affaires comme de même, je me suis pas comme rabaissée. J'ai pas comme fait, bon, OK, je suis en itinérance, je me suis pas affrontée sur mon sort. Je me suis dit, je vais continuer quand même. Puis, genre, je vais continuer à aller à l'école. J'ai comme un petit peu plus parlé. Tu sais, la prof était un petit peu plus là. Fait que c'est sûr que j'ai plus parlé. Puis elle aussi, elle m'a beaucoup aidée à dire, tu sais, Émilie, fais-leur confiance, tranquillement, pas vite. Tu sais, puis souvent, le monde qui sont en hébergement, ils ont vécu des choses, puis la carapace est épaisse, hein. Puis les intervenantes, là, ils ont de la misère à rentrer dans la carapace des jeunes parce qu'ils ont de la misère à s'ouvrir. Mais faut pas avoir peur de s'ouvrir parce que c'est eux qui vont t'aider là-dedans. C'est juste comme, faut juste, tu sais, c'est sûr c'est difficile au début, mais tranquillement, pas vite. Genre lentement, mais sûrement, petit train qui va loin. C'est ma citation que j'aime beaucoup. Petit train va loin. Ouais, ben c'est sûr qu'au niveau de l'itinérance, que les gens ont souvent l'image médiatique qu'on va présenter dans les bulletins de nouvelles là, au coin de la rue. Comme là, en ce moment, on est en hiver, donc bientôt, là, quand on va avoir une crise en hiver à -20, -25, on va sortir des reportages sur comment se vit l'itinérance à Montréal, c'est normal. Mais la définition de l'itinérance est beaucoup plus large que ça. Hein. La définition de l'itinérance, c'est quelqu'un qui n'a pas un endroit stable où vivre, dans le fond. Fait que c'est sans domicile fixe. Donc, si j'ai un jeune de 18 ans, là, je vais prendre un cas classique de l'élan des jeunes. J'ai un jeune de 18 ans qui nous appelle, qui a besoin d'une place où vivre, que ses parents, dans le fond, ils restent plus à la maison, ça fonctionne plus à la maison. Les parents, ils ont demandé de quitter à tort ou à raison. Ben, il arrive chez nous, mais ça fait un mois qu'il vit chez différents de ses amis, puis qu'il dort sur le divan, ou que c'est l'été, puis il dort dans une tente dans le cour, mais ça aussi, c'est de l'itinérance. Puis même nos jeunes qui arrivent souvent, qui sont dans une situation d'itinérance, ne savent pas qu'ils sont dans une situation d'itinérance parce que, justement, l'image, eux, qu'ils ont eue, c'est l'image médiatique que tout le monde a, en fait. Sur le territoire du Jardin-Roussillon, mais ce qu'on vit beaucoup, c'est l'itinérance cachée. Nous, on a l'élan des jeunes, qui est un hébergement jeunesse, et parallèlement à ça, dans le fond, on a un projet là, qui vise à amener des personnes de 18 ans et plus en appartement. Puis dans les deux cas, c'est l'itinérance cachée, que ce soit jeunesse ou que ce soit une clientèle qui est plus vieille. Fait que c'est des gens qui vont dormir chez des amis sur le divan, puis qui vont faire du couchsurfing. C'est des femmes qui vont rester avec des conjoints qui sont violents pour avoir une place où dormir. On a déjà eu sur le projet en itinérance une dame qui restait dans un entrepôt, là, un sous-sol d'entrepôt à Saint-Constant, mais ça, c'est pas visible comme au coin Ontario, Saint-Denis à Montréal. Fait que souvent, les gens pensent que c'est un territoire comme le nôtre. En Montérégie, on dirait l'image que les gens ont, c'est dès qu'on n'est pas à Longueuil ou qu'on n'est pas à Valleyfield ou à Vaudreuil, ben l'itinérance, ça n'existe pas, hein, c'est pas ça. C'est qu'elle existe, mais vécue différemment. Elle est très, très cachée, donc elle est c'est plus difficile de la démystifier, en fait, puis de l'expliquer. Mais c'est pas des situations qui sont plus roses pour autant. Et il y en a un peu d'itinérance, comme on le voit de façon médiatique, là. Surtout dans Châteauguay, des gens qui vont dormir en arrière des commerces. La seule différence, c'est qu'on les verra pas, par exemple, sur les coins de rue comme à Montréal. Ça n'existe pas à Châteauguay, ça, là, je suis sur un coin de rue, puis je demande de l'argent aux personnes pour être capable de manger, tandis ça reste à Montréal, mais la personne, elle dort quand même dans la rue, elle dort quand même en arrière, puis en arrière d'un magasin, puis souvent, ces gens-là qui sont dans une situation d'itinérance, ben, ils ont appris comment survivre aussi dans la rue, puis comment s'alimenter, puis être capable d'y aller au jour le jour. Moi, ça fait quelques années que je suis ici, que j'ai le projet en itinérance, puis que je coordonne l'élan des jeunes. Puis ce qui est clair pour moi, c'est qu'on en a là, un phénomène d'itinérance sur le territoire Jardin-Roussillon. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent qu'il est différent à Montréal, mais il est là, il existe, puis il est aussi problématique. Là. En fait, comme organisme communautaire, tous les organismes communautaires qui sont en santé et services sociaux, donc un organisme comme l'Élan des jeunes, par exemple une maison des jeunes
Ou si on va dans d'autres organismes du coin, là, la rencontre Châteauguoise, le complexe de partage à la Prairie, pour ne nommer que ceux-là, sont financés dans le fond par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un programme qui s'appelle le programme de soutien aux organismes communautaires. Ce programme-là, en fait, c'est ton financement récurrent. C'est l'argent que le gouvernement donne dans le budget de la santé, en fait, dans le budget annuel, pour accomplir ta mission comme organisme. Donc, dans notre cas à nous, d'offrir un hébergement à des jeunes de 16 à 22 ans jusqu'à un séjour de 3 mois. Plus les organismes... en fait, c'est que dans ce programme-là, il y a un sous-financement chronique. Donc, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui souffrent de sous-financement. Ça fait des années. En fait, c'est qu'il y a très peu de nouvelles sommes. Donc, pour un organisme qui est né en 2011, mais c'est difficile d'avoir accès à ce programme-là, d'avoir des sous. Il y a eu des réinvestissements dans les dernières années. Les réinvestissements somme toute mineurs par rapport à la demande du milieu communautaire. Il fait en sorte que nous, à l'Élan, quand je suis arrivé, dans le fond, en 2015, on avait 10 000 par année de ce programme-là. En ce moment, on a 112 000. Ça peut paraître énorme. On peut pas dire que ça ne nous aide pas. Il faut être honnête aussi. Le manque à gagner est moins grand qu'avant, mais un organisme qui est ouvert 24/7, qui offre un service comme le nôtre, où ça te prend une direction, ça te prend des intervenants à tous les quarts de travail, donc le jour, le soir, la nuit, les fins de semaine, 112 000, c'est très peu. Puis ajoute à ça des frais fixes d'alimentation, évidemment. Ici, on est locataire. En fait, c'est un autre organisme de Châteauguay qui s'appelle Solide, qui est propriétaire de la maison. Donc, évidemment, on paye là, quand même pour le loyer de la maison, puis le propriétaire l'entretient, donc il y a des coûts reliés à ça. Il y a nos coûts fixes d'électricité, il y a nos coûts fixes de télécommunication, de frais de bureau, la papeterie, tout, c'est toutes des choses qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Ce qui fait en sorte qu'un organisme 24/7, au minimum, là, pour être certain de rester ouvert à long terme, c'est environ 300 000. Qu'on évalue. Donc, dans notre cas, à gagner, il y a presque encore un manque à gagner là, de 200 000 pour l'Élan des jeunes dans le cadre de cette enveloppe budgétaire-là. Évidemment, on n'est pas la seule organisme qui se retrouve dans cette situation-là. Mais on est quand même un cas assez... qui est repris, en fait, là, au niveau médiatique, au niveau de nos regroupements, pour dire, bien, écoutez, ça, c'est l'exemple typique d'un organisme qui est né, qui répond à des besoins, qui est né des besoins de la communauté. La communauté s'est prise en charge, on avait besoin d'un hébergement jeunesse, on a travaillé ensemble, on l'a mis sur pied. Bien, maintenant, donnez-nous le financement pour que cet organisme-là, qui est dirigé par des gens de la communauté, qui connaissent les besoins de leurs jeunes, qui sont sur le plancher, bien, donnez-nous l'argent puis reconnaissez-nous à notre juste valeur pour qu'on soit capable, de rester ouvert, de continuer à offrir nos services si on a été menacé de fermeture plus souvent qu'à notre tour depuis 2011, et de deux, qu'on soit capable aussi d'offrir à nos intervenants et à nos employés des conditions de vie puis des conditions salariales qui représentent, dans le fond, le travail qu'ils font puis qu'ils accomplissent à tous les jours. Puis ça va nous permettre aussi d'avoir une certaine pérennité dans nos équipes de travail puis de garder notre expertise qu'on développe. Parce qu'on forme ces employés-là aussi, on investit du temps. Ils s'habituent à la ressource, ils s'habituent à la service qu'on a, ils s'habituent à le phénomène de l'itinérance, ils le comprennent mieux. Puis malheureusement, on finit par les perdre dans différents postes au niveau du réseau. Parce que les conditions salariales et les conditions de travail sont plus avantageuses. Fait que c'est vraiment le nerf de la guerre dans notre cas. On a réussi à survivre de tous les moyens imaginables, là, autofinancement, des projets en itinérance, mais qui sont là de façon ponctuelle. Malheureusement, quand on se retrouve dans une situation comme ça, qu'on doit trouver une façon de rester ouvert année après année, ça fait en sorte que notre direction puis une partie de notre équipe de travail passe beaucoup de temps à rechercher de l'argent, à faire des demandes à des fondations, à faire des demandes dans les appels de projets ponctuels du gouvernement. Ça fait en sorte que moi, quand je passe ma journée sur de la réédition de compte de projet, on va déposer un nouveau projet pour aller chercher des nouvelles sommes, mais je suis pas avec mes jeunes, je suis pas en train de faire de l'encadrement clinique avec mon équipe de travail, je suis pas en train de faire connaître ma ressource non plus à la population. Donc, tout le temps qu'on passe à s'assurer de notre financement, de venir pallier au financement manquant, ça c'est chronique, bien évidemment, on ne l'investit pas dans le développement de nos services, là. La première journée que je suis arrivée ici, c'était le lendemain de ma fête. Je m'en souviens parce que j'étais sur une liste d'attente pour venir ici, dans le fond, parce que
Suite à mon épisode d'itinérance, j'ai eu une semaine en attente. Puis quand je suis arrivée ici, c'était le lendemain de ma fête. Puis quand je suis arrivée, écoute, j'ai paniqué. J'ai paniqué, genre, c'était une ancienne intervenante qui était ici. Puis j'ai juste comme paniqué. Genre, je savais plus quoi faire, je savais pas quoi faire. Puis là, ben, j'ai commencé à parler à l'intervenante, veux pas. Puis ben, on a commencé comme... Tu sais, je me suis juste laissée aller. Puis on va... Tu sais, c'est sûr que ça a été difficile de rentrer dans ma carapace parce que les intervenantes, veux pas... C'est difficile, là, avec moi. Mais ça a bien été après. Je pense que les souvenirs, c'est qu'ici, on devient comme une famille, genre. Tu sais, veux pas, là, le monde qu'on habite ici, là, c'est comme tes frères et tes sœurs, là, veux pas, à force d'habiter avec eux, là, tu t'attaches à eux, là, puis tu t'attaches aux intervenants, puis c'est comme ta maison ici, fait c'est comme, ça devient comme une famille, genre. C'est comme, genre, on soupe ensemble, on a des discussions de groupe ensemble, puis tout le monde embarque, puis, tu sais, à un moment donné, ici, un de mes souvenirs que je vais vraiment m'en souvenir, OK? À un moment donné, j'ai eu comme beaucoup de rappels à l'ordre. Puis j'ai fait un genre de scrapbooking. Ça m'avait pris toute la journée de le faire. OK? Fallait que je me rattrape. J'avais fait un scrapbooking, OK? Avec mon adolescence qui s'est passée dans mon passé. Mon adolescence avec des photos de mon adolescence puis mon futur aujourd'hui. Puis ça a juste conclu comme ça m'a fait... Comme tu sais, tu le vois, là, ta vie, puis t'es comme... Tu réalises à quel point que j'ai été forte là-dedans, puis je l'ai présenté à tous les jeunes, puis les jeunes, ils ont fait comme « wow », genre, tu sais, c'est beau ce que tu as vécu, puis souvent, les jeunes, ils prennent exemple sur moi, mais pas, tu sais, ils me demandent souvent conseil, là, tu sais, ils me disent, tu sais, souvent à l'école, le monde va venir me voir parce qu'ils ont de la misère à l'école, puis tout, puis moi, j'ai rushé à l'école, j'ai eu de la difficulté, puis je me suis rendue en secondaire 2 en mathématiques, puis en 3, j'ai fini mon 3 en français. Puis j'étais en adaptation scolaire avant. Tu sais, juste finir mon secondaire 2 puis mon 3 en français, ça a tout pris. Mais j'ai réussi. Tu sais, il faut juste pas lâcher. Si on regarde dans le milieu communautaire, moi, il y a 3 exemples flagrants là-dessus. Il y a les maisons des jeunes qui vont travailler au niveau des adolescents, qui ont une mission de rendre les jeunes plus actifs, critiques, responsables. Il y en a dans environ toutes les villes là, dans notre secteur. Si on regarde dans le secteur de TVSO, disons, là, on a Liberté de choisir, qui est un organisme en prévention des dépendances, qui va travailler avec les jeunes au primaire, puis va travailler avec les jeunes au niveau secondaire. Puis à Châteauguay, on a Espace Châteauguay qui fait de la prévention au niveau des jeunes, puis la violence, par rapport aux droits des enfants, etc. Là. Mais tout ça, quand on réussit à intervenir en prévention, quand on est sur cette première ligne-là, c'est des coûts aussi au système qui font en sorte que on est intervenu rapidement dans la situation, donc c'est pas une situation qui va dégénérer. Puis même en itinérance, il y a un aspect prévention au sens où ça coûte beaucoup moins cher au système, là, aux citoyens, là, disons-le comme ça, qu'un jeune soit hébergé à l'élan des jeunes, qu'un jeune reste dans la rue, se retrouve dans une situation d'itinérance chronique, puis qu'il soit hospitalisé à plusieurs reprises là, pour son état de santé, soit physique, soit psychologique, avec les événements qu'il a vécu dans la rue. T'sais. Ici, on parle de 300 000 pour entre 40 et 60 jeunes par année. Mais quelqu'un dans la rue à Montréal qui est dans une situation d'itinérance chronique, juste en soins de santé, il y a des études là-dessus, on peut facilement parler d'un 40-50 000 par personne. Fait que, souvent, les gens vont dire hey, « c'est beaucoup, là, 300 000 pour une ressource communautaire qui fait de l'hébergement », mais non, c'est pas beaucoup. Là. En fait, c'est le strict minimum pour offrir un service adéquat, mais ça a aussi des retombées de cette prévention-là. Puis, ici, on parle un peu moins de prévention parce évidemment, notre mission est en itinérance jeunesse, mais quand j'héberge un jeune de 16-17 ans que ça va pas bien à la maison, qui est pas retenu en centre jeunesse, puis qu'on réussit à stabiliser dans le milieu familial, puis que le jeune retourne à la maison, qui nous dit, en fait, on peut pas deviner, là, mais est-ce que ce jeune-là aurait pu se retrouver dans une situation d'itinérance à 18-19 ans parce que ça va pas bien à la maison, puis il y a personne qui est intervenu sur ce problème-là puis qui a aidé la famille puis le jeune? Fort probable que oui. Fait qu'il y a un aspect quand même prévention à l'élan des jeunes qui est important. Puis avec nos jeunes qui sont hébergés, oui, notre mission est en itinérance, mais on fait de la prévention sur plein de sujets, de comportement à risque, au niveau de la sexualité, au niveau de la violence, au niveau de l'alimentation,
au niveau des saines habitudes de vie. Il y a plein d'aspects qu'on va toucher avec nos jeunes pendant qu'ils sont ici, qui sont et de la prévention et de l'intervention. Un jeune peut arriver ici, avoir aucune problématique, par exemple au niveau toxicomanie, alcool et drogue, mais on fait un atelier de prévention en toxico qui va peut-être faire en sorte que ce jeune-là ne consommera pas ou à tout le moins ne développera pas une problématique de dépendance. Fait qu'on agit aussi en prévention en amont sur tout plein de sujets avec nos jeunes qui sont hébergés. Tu sais, si l'élan des jeunes ferme, admettons, là, ben les jeunes sont tous dans la rue. Je pense qu'à Châteauguay, c'est l'hébergement des jeunes le plus populaire ou que le monde connaisse le plus, qui peuvent référer les jeunes. Mais s'il n'y en a pas de ça, là, les jeunes ne pourront pas. Là, ils n'ont pas d'aide, puis les éducatrices ne peuvent pas les aider, puis ils peuvent pas les éducatrices ne peuvent pas leur dire où aller pour les aider. Tu sais, mettons je donne encore l'exemple au CGE, Centre jeunesse local emploi pour trouver un travail. Tu sais, c'est eux, veulent pas, parce que les jeunes arrivent ici, là, ils savent rien, là, ils savent pas les ressources communautaires, rien. Mais veulent pas, les intervenants sont acquis pour les savoir. Fait que veulent pas, si un jeune arrive ici puis il sait rien, tu sais, puis ça ferme, ben ils vont encore survivre dans l'itinérance, ils n'auront jamais su les services que le communautaire donne. Souvent, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a beaucoup de services que le communautaire donne. Puis si l'élan ferme, les jeunes, je sais pas qu'est-ce qui est. Je sais même pas ce que si je serais pas venue ici, je sais même pas ce que je serais devenue, genre. Je serais pas devenue la personne que je serais venue, genre, que je serais devenue.